on n'est peut-être pas à la veille d'une troisième guerre mondiale, Gémile, encore que le pire n'est jamais à écarter, mais on est parti pour une ère de turbulence géopolitique. L'Europe pourrait ne plus être en paix. Nous devons forcément nous interroger sur notre rôle de médias indépendants. Devons-nous répéter comme des perroquets ce que dit le pouvoir de notre pays ou continuer dans cette circonstance particulière à exercer notre sens critique? C'est une histoire où il n'y a pas de gentil, c'est ça. La ligne du média sur ce conflit qui peut-être commence tout juste. Nous sommes en face d'impérialismes qui se battent. Théophile, ce matin, du coup, pas de titrologie classique, mais une sorte de mini-édito made in Théo, alors que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Mais la situation des dernières minutes est exceptionnelle et tu as dû t'adapter en pleine nuit. Oui, Gémile, et pour une raison simple, en l'espace de quelques secondes et à la suite de quelques mots prononcés dans la nuit d'hier lors d'une allocution télévisée de Vladimir Poutine, les unes de nos quotidiens nationaux, en tout cas de ceux qui avaient bouclé avant cette allocution, ces unes sont devenues obsolète. Libé avait bossé sur un concept léger et marrant. La date d'aujourd'hui, le 22 février 2022, 22-2-22. En gros, Libé voit la vie en deux. Pouvait-on lire en une, la Croix avait choisi de parler de militants s'engageant pour la première fois en politique à la faveur de cette présidentielle, et l'UMA, qui avait mis le conflit ukrainien à sa une, s'était totalement planté en titrant « Une chance pour la paix », expliquant que la situation était certes tendue, mais que la médiation française avait permis de restaurer le dialogue avec la Russie. Non, pas vraiment. Pas vraiment, même pas du tout, parce qu'en effet, justement, dans l'allocution d'hier, dans la nuit, Vladimir Poutine annonçait reconnaître l'indépendance de deux entités séparatistes pro-russes au sein de l'Ukraine, la République, entre guillemets, du coup, de Donetsk et celle de Lugansk. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Еще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Il annonçait aussi que dans le cadre d'accords de défense signés une fois l'indépendance reconnue, l'armée russe allait être déployée dans ces républiques amies que les russophones avaient déjà commencé à fuir en raison de craintes de représailles de l'armée ukrainienne. L'armée russe ira là-bas, explique Poutine, pour maintenir la paix, ce qui revient à occuper de fait une partie du territoire ukrainien, en tout cas des frontières ukrainienne telle que reconnue par la communauté internationale. Or, l'Ukraine est sous la protection des États-Unis, notamment depuis 2014, et la révolution ou le coup d'État dit de Maïdan, qui avait fait que le pouvoir, jusque-là aux mains d'alliés de la Russie, était tombé dans la main d'amis de l'Europe et des États-Unis. On a même parlé d'implication de la CIA à l'époque. Donc, depuis des semaines, Washington menace Moscou de représailles inoubliables en cas d'attaque de l'Ukraine. Les États-Unis imaginaient une attaque massive et directe et n'arrêtaient pas d'annoncer son imminence. Là, le jeu de Vladimir Poutine est un peu plus subtil, mais ça revient au même dans le fond. On n'est peut-être pas à la veille d'une troisième guerre mondiale, Gémile, encore que le pire n'est jamais à écarter, mais on est parti pour une ère de turbulence géopolitique. L'Europe pourrait ne plus être en paix. Oui, enfin la faute à Vladimir Poutine, on nous dit d'imaginer. Emmanuel Macron, lui, a dénoncé, je cite, la dérive idéologique et surtout, je cite encore, la paranoïa du président russe. Alors, il faut éviter de psychiatriser nos adversaires, ce qui revient à leur ôter toute forme de raison et à justifier toutes nos passions belliqueuses. Cela dit, c'est la guerre et la guerre est une affaire de camp retranché. Nous devons forcément nous interroger sur notre rôle de médias indépendants. Devons-nous répéter comme des perroquets ce que dit le pouvoir de notre pays ou continuer dans cette circonstance particulière à exercer notre sens critique? Ça va être dur, mais nous allons opter pour le second choix, d'autant plus que ça nous permettra de ne pas raconter n'importe quoi et de voir comme notre presse mainstream à deux reprises, alors que ça n'existait pas, des percées diplomatiques rendues possibles par Emmanuel Macron, alors que Vladimir Poutine fait tout pour l'humilier et que son agitation est en réalité complètement stérile. Oui, choix naturel d'ailleurs qui s'impose pour le média. Mais est-ce qu'on peut quand même dire, à côté de ça, que dans le bras de fer qui s'annonce, les responsabilités sont partagées 50-50 ? En tout cas, on peut se souvenir que dans tout conflit, il y a ce qu'on appelle les causes lointaines et les causes immédiates. Ça nous rappelle nos cours d'histoire géo du collège. Sur les causes immédiates, les propagandes s'affrontent et c'est difficile de s'y retrouver sur le vif. Mais sur les causes lointaines,
on peut évoquer au fond l'affrontement entre deux impérialismes. L'impérialisme américain, victorieux après la chute du mur de Berlin, et l'impérialisme russe, au départ défait et humilié, mais qui relève la tête. Le professeur de relations internationales, Bertrand Badi, que j'aime particulièrement, dit que c'est l'humiliation qui est le moteur de l'histoire. Et la Russie a été humiliée par la dislocation de son empire, humiliée aussi par le démantèlement de l'ex-Yougoslavie et son éclatement en petite république autoproclamée, et pour certaines aussitôt reconnues par les Occidentaux. Aujourd'hui, Poutine peut bien dire qu'il fait avec Donetsk et Luhansk ce que les Occidentaux ont fait pour le Kosovo, par exemple. La Russie a été humiliée par la guerre en Irak, humiliée en 2010-2011 par les violations des résolutions de l'ONU, du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire et sur la Libye, des résolutions détournées de leur objectif par la France et les États-Unis pour aboutir à des changements de régime et à une méga catastrophe en Libye. On peut considérer que la Russie de Vladimir Poutine a commencé à prendre sa revanche en Syrie, où elle a contrarié l'agenda des Occidentaux en sauvant la peau du dictateur Bachar el-Assad. Elle prend sa revanche en Centrafrique et au Mali, où elle veut grand remplacer l'impérialisme français. Sur le dossier ukrainien, dont la toile de fond est la question de l'adhésion de Kiev à l'OTAN, la Russie de Poutine estime qu'il est de son devoir de ne pas se faire encercler et un jour asphyxier. Bref, à chacun ses intérêts, à chacun sa rationalité. C'est une histoire où il n'y a pas de gentil, c'est ça. La ligne du média sur ce conflit qui peut-être commence tout juste. Nous sommes en face d'impérialismes qui se battent. L'impérialisme américain aujourd'hui est le plus costaud, mais il y a un axe Pékin-Moscou qui pourrait bien se renforcer. Nous n'oublions pas que la Russie et surtout la Chine sont des nations autoritaires, très autoritaires. Mais nous notons aussi une sorte de convergence des États vers une sorte de capitalisme autoritaire et vers une société de surveillance qui brouille un peu le clivage démocratie-dictature. Oui, il y a donc, on comprend, un grand mouvement de fond général, loin d'être binaire. Alors, est-ce qu'il faut avoir du coup peur du retour de la guerre ouverte en Europe et même peut-être en France? Alors, aux médias, nous n'avons pas de spécialistes de ce conflit ukrainien. Nous allons bien entendu essayer de donner la parole à ceux qui voudront nous éclairer. Mais il semble plutôt que dans un premier temps, il y aura au moins... En tout cas, on va vers des sanctions économiques très fortes contre la Russie que les États-Unis imposeront à tous leurs alliés, donc notamment à la France. Et cela pourrait se ressentir assez vite, notamment sur le prix de l'électricité qui est calculé en fonction du cours du gaz au sein de l'Union européenne, comme nous l'expliquait récemment sur ce plateau Anne de Bréjas, ingénieure de recherche chez EDF et porte-parole de Sud Énergie. À Bruxelles, on assure que tout est prêt pour faire face à une rupture des approvisionnements russes en gaz, mais en réalité, rien n'est moins sûr. En tout cas, on va suivre tout ça. De fait, les Américains peuvent déjà se frotter les mains. En tout cas, ils pourront, en cas de blocus du gaz russe, vendre leur gaz de schiste aux Européens. C'était clairement le projet, il faut le rappeler. Comme il faut rappeler que cette année, les États-Unis devraient devenir le premier pays exportateur de gaz naturel liquéfié au monde avant le Qatar. Joe Biden a averti. En cas d'invasion de l'Ukraine, les États-Unis mettront fin au projet de gazoduc Nord Stream 2 qui devrait permettre de relier l'Europe de l'Ouest, notamment l'Allemagne, directement à la Russie sans passer par l'Ukraine, qui est un peu une sorte de cadenas pro-occidental et pro-américain. En cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN et ses alliés seront prêts à réagir. C'est le message qu'ont voulu envoyer le président des États-Unis et le chancelier allemand ce lundi depuis la Maison-Blanche à Washington. Si la Russie fait le choix d'envahir l'Ukraine, nous sommes conjointement prêts et l'OTAN aussi. Aujourd'hui, le chancelier et moi-même avons discuté de notre étroite coopération et élaboré un solide ensemble de sanctions qui vont clairement démontrer la détermination internationale et entraîner des conséquences rapides et sévères si la Russie viole la souveraineté de l'Ukraine et son intégrité territoriale. Malgré l'unité affichée, le dossier du gazoduc Nord Stream 2 continue de diviser Washington et Berlin. Si la Russie envahit, ce qui signifie que des chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin.
Olaf Scholz, qui a rappelé qu'États-Unis et Allemagne étaient absolument unis sur les sanctions à infliger à la Russie, a néanmoins veillé à ne pas mentionner nommément le gazoduc. Le complexe militaro-industriel américain peut aussi se frotter les mains parce que cette situation légitime l'OTAN et poussera les Européens à acquérir de plus en plus d'armes dans les années qui viennent et à les acquérir où ? Aux États-Unis. Effectivement. Et dernière question, est-ce que cette montée de fièvre là, que tu décris et qu'on voit aussi pourrait avoir des conséquences sur la politique intérieure de notre pays, de la France, alors qu'on s'apprête à élire un nouveau président ? Absolument, absolument. Déjà, elle risque bien de donner un prétexte en plus à Emmanuel Macron pour retarder encore plus son entrée en campagne et finalement ne pas trop s'abaisser à se mettre au même niveau que ses concurrents puisqu'il sera occupé à empêcher la guerre ou à sauver le monde. Il a intérêt à mener la campagne la plus courte possible, ce qui lui permettra de prendre le moins de coups possible, de s'expliquer à minima sur son bilan et sur son projet pour les 5 années à venir s'il arrivait qu'il soit réélu. On peut aussi imaginer que dès maintenant se lancera une chasse aux sorcières pro-Poutine, entre guillemets, accusées de pactiser avec l'adversaire, le totalitarisme, etc. On se souvient de l'effet Venezuela en 2017 qui avait joué à fond contre Jean-Luc Mélenchon alors que la polémique était totalement fabriquée en dehors de toute urgence en termes d'actualité nationale ou mondiale. Dès aujourd'hui, de nombreux politiques et commentateurs demanderont des comptes à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour qu'ils auront le plaisir de mettre dans le même sac. Ce ne sera plus « condamnez-vous les violences », ce sera « condamnez-vous Vladimir Poutine » partout et tout le temps. Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon sont trop proches des thèses du Kremlin, de la Russie. Trop indulgents avec Poutine. Mais il suffit de les écouter. Depuis des mois, ils trouvent des circonstances atténuantes chaque fois que Vladimir Poutine avance ou commet des actes qui sont des violations du droit international. Ils reprennent la propagande russe ? Ça veut dire qu'ils pensent que le camp occidental est par définition coupable. Ils pensent que être allié avec les États-Unis est une faute. Jean-Luc Mélenchon veut sortir la France de l'OTAN. Éric Zemmour, tout autant. Je ne les compare pas, mais il se trouve qu'ils sont sur ces mêmes positions. Madame Le Pen également. Donc ça veut dire que face à une menace qui est là quand même de la Russie, la complaisance est du côté de Vladimir Poutine et presque le soupçon du côté du camp occidental. Donc ces questions-là, les Français doivent en être avertis. On peut aussi imaginer que la logique Mélenchon vote utile de gauche sera affaiblie par cette actualité qui réveille un clivage entre d'un côté les socialistes et les écolos qui sont souvent atlantistes, proches des positions américaines, et de l'autre les insoumis et les communistes, souvent défiants vis-à-vis de l'oncle Sam. En tout cas, on va surveiller tout ça. On va surveiller tout ça. Merci Théophile de nous avoir éclairé sur cette situation exceptionnelle, d'avoir travaillé toute la nuit sur ce sujet-là, c'est pas facile, et qui va sans doute donner un rythme différent aux prochaines semaines.